Racine, idéalement, tout le monde devrait fermer leur micro pour pas qu'il y ait de reverb. Est-ce que c'est bon là? Oui, Bon, ouais, toujours en c'est bon. décembre 2024, et puis c'est la troisième présentation, la dernière. J'attends surtout d'avoir des échos. Il y a un mot que j'aurais dû mettre en évidence plus que tout le reste, c'est le mot défi, parce qu'effectivement, c'est un énorme défi que celui de la formation, en mettant en particulier l'accent sur la formation des gestionnaires en Algérie. Pourquoi parler de formation? D'abord, quel est le plan de la présentation? Je vais faire un constat sur la nécessité d'une formation adaptée. Nous allons présenter le projet qui est l'objet de notre rencontre, le projet à pratique. Vous allez voir que dans les projets de formation, il y a plusieurs acteurs sont concernés et quel est le rôle de chacun. Nous allons présenter un modèle d'affaires et finalement, nous allons indiquer quel est le plan de mise en œuvre pour l'année qui vient. Le constat. Là, je pense que je n'apprends rien à personne quand je dis que le monde, surtout le monde professionnel, change. Et quand il change, j'ai pas tout dit, il change de plus en plus vite. Vous le savez comme moi, et vous êtes concerné dans votre vie au quotidien, que des métiers disparaissent, téléxistes, secrétaires, etc. Des métiers de cocher, etc. Des métiers disparaissent, d'autres naissent, et certains subissent de grandes mutations. La crise de la Covid a grandement amplifié le phénomène de la métamorphose du monde du travail. La notion de télétravail n'existait pas. Maintenant, c'est devenu une pratique réelle. J'ai lu récemment dans Internet une étude dans laquelle il était question, et ça m'a surpris, il était question de la disparition de beaucoup de métiers. Il semblerait que 85% des emplois en 2030 n'existent toujours pas. Autrement dit, c'est des métiers nouveaux qui vont naître. La majorité de ces métiers du futur appartenant au monde du digital. Métamorphose donc totale de la notion de métier. Mais ceci veut dire que les méthodes classiques de formation en mode dit présentiel ne sont plus adaptées au nouveau mode de formation. Il va falloir révolutionner la formation de façon radicale. Que se passe-t-il en Algérie? En Algérie, l'État algérien a initié de nombreuses réformes qui vont avoir un impact très sérieux sur sa gouvernance. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle en Algérie la LOLF. Cet impact va affecter toutes les structures de l'État, que ce soit les ministères ou toutes les autres structures qui dépendent de l'État. Mais il va également affecter le citoyen dans sa vie quotidienne. Monsieur Bahri, avant de passer à autre chose, les gens voudraient bien comprendre c'est quoi la LOLF. C'est un concept nouveau. Alors, c'est à moi de te poser la question. C'est quoi la LOLF? Moi je sais que c'est l'abréviation de la loi organique des lois de finances. En arabe, les gens balak qui connaissent, c'est une nouvelle vision de la gestion budgétaire ou financière de l'État. C'est-à-dire que ce n'est plus le budget classique dit de gestion des d'épicier, mais c'est beaucoup plus un peu pointu, parce que maintenant l'État, s'il donne de l'argent aux établissements, il faut qu'il sache où va l'argent. Est-ce que l'opération qui a été faite, est-ce qu'elle a eu de la réussite ou pas? Donc c'est plus pointu. Et ça va faire rentrer deux modes de gestion que malheureusement beaucoup d'organismes ne connaissent pas. Ils n'ont aucune notion. C'est la comptabilité générale et analytique. Pour tout ce qui est EPA, c'est une forme de gestion complètement méconnue. Voilà. Tu as résumé l'essentiel, enfin en tout cas effectivement, c'est la mise en place de nouveaux modes de gestion basés sur les résultats. Chaque opérateur, à quelque niveau qu'il soit, dans n'importe quelle structure gouvernementale, que l'on parle d'un hôpital ou d'université ou centre de formation au ministère, chaque responsable doit s'engager sur des résultats. Donc c'est une gestion basée sur la notion d'activité. Mais l'impact de ceci est très important, ça va changer complètement le mode de gestion de toutes les organisations. Cette LOLF devait être mise en pratique en 2023. 2023. Oui, là, c'est le passé, 2023. Nous sommes en 2025 carrément, et pas grand-chose n'a été fait jusqu'à présent. Ça, c'est l'un des problèmes. Et pourquoi? Problème, effectivement, parce qu'il y a un problème de formation. Donc, la réalisation de ces réformes, par exemple, la LOLF.
ne peut être effective si on ne met pas en place un système de formation permanente, c'est-à-dire un système de mise à niveau des connaissances des éléments humains. Si les gens ne sont pas formés, n'ont pas adapté leur comportement, leur attitude, rien ne pourra se faire. C'est ceci qui explique justement les retards que nous subissons dans beaucoup de réformes qui, sur le papier, sont parfaites, mais sur le terrain, ne sont pas mises en pratique. Par exemple, je prends le cas de, Hossein a parlé d'EPA. Les EPA, ce sont les établissements publics à caractère administratif. Il y en a en Algérie à peu près 9 à 10 000. 9 à 10 000, ceci donc comprend les hôpitaux, ceci comprend également les centres de formation professionnelle, les universités, tout le système de l'éducation, etc., etc. 9 000. 9 000 sont concernés. Et si je prends juste le cas de la santé, en étant très pessimiste, je dis que sont concernées à peu près 100 000 personnes. 100 000 personnes doivent être formées de façon permanente et de façon dynamique pour la mise en œuvre de nouvelles règles de gestion. Mais former 100 000 personnes, j'ai fait un petit calcul il y a quelques temps, 100 000 personnes, pour une formation de 5 jours, ça coûte à peu près, et encore là, je suis tout à fait pessimiste, 50 000 dinars. Donc la formation de type classique, d'abord, présente le premier inconvénient, celui des coûts exorbitants. Si je prends donc 50 000 dinars par personne pour 5 jours, et si je multiplie par 100 000, je m'intéresse seulement au cas de la santé, on est en train de parler de 5 milliards de dinars. J'ai bien dit dinars, j'ai pas dit centimes. 5 milliards de dinars uniquement pour le secteur de la santé. 500 milliards, bon, on est à peu près dans les 50 millions de dollars. Évidemment, la formation de type classique, outre les coûts exorbitants, elle a des contraintes énormes, notamment des contraintes personnelles. Prenez le cas d'une personne qui habite à Tindouf, n'est-ce pas, des Lilas, ou qui habite à Darar, qui est contrainte de se déplacer jusqu'à Alger pour suivre la formation. Ça crée vraiment des contraintes énormes sur tous les plans. Donc, ceci, évidemment, fait partie des contraintes que l'on subit si on utilise les méthodes classiques. Bien sûr, il y a un système des contraintes d'ordre pédagogique. Il n'y a aucune flexibilité dans le mode de formation de type conventionnel. Et c'est pour ça que ceci constitue un frein majeur à la mise en place d'un certain nombre de réformes. Nous, présence internationale, c'est-à-dire notre société en Algérie, et à pratique représentée par Sylvain qui est avec nous actuellement, nous avons une grande expérience en matière de mise en place de solutions informatisées. Nous avons été également impliqués dans des expériences de formation, au Canada évidemment, en Afrique de l'Ouest et en Algérie. Et nous avons à un moment donné, suite à un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées sur le terrain, nous nous sommes dit que la priorité, ça va être d'abord la formation. Avant la mise en place du système, il faut parler d'abord de formation, c'est le préalable à toute forme de réforme. Et nous sommes arrivés à une solution, à une formule que nous avons appelée apratique, allège apratique. Dans apratique, on retrouve apprendre et pratiquer. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète, apratique? Apratique, évidemment, il y a une dimension apprentissage. Un apprenant doit apprendre un métier, acquérir de nouvelles connaissances. L'apprenant doit également expérimenter les notions acquises. Cette formation doit être évaluée. Et cette formation doit être supervisée. C'est pour ça que nous allons dans la pratique retrouver toutes ces composantes. Apprendre, expérimenter, donc c'est d'où apprendre et pratiquer. Faire évaluer la formation, évaluer la progression pédagogique et superviser la formation. Dans le cadre de processus dynamiques, c'est des choses qui évoluent, qui ne sont pas figées dans le temps. Cela veut dire que quand je parle de formation, je ne parle pas seulement d'une personne en train d'apprendre, ou là une personne qui est en train de voir se défiler une série de diapos. C'est un peu plus compliqué que ça. Les cibles concernées sont d'abord l'apprenant. L'apprenant, il ne suffit pas de le former, il faut le sensibiliser, parce que la formation va impliquer des changements dans son mode de fonctionnement professionnel. Il faut d'abord sensibiliser, il faut former, il faut motiver, et il faut impliquer. Si je prends le cas de, ce qu'on appelle en Algérie la numérisation, on a parlé de numérisation. Mais est-ce que les gens étaient sensibilisés à l'impact de la numérisation sur leur vie quotidienne et professionnelle? Il y a tout un travail à faire. Il faut expliquer aux gens citoyens, aux gens contribuables, aux gens responsables d'entreprise, que signifie
la numérisation. Donc, sensibilisation. Former, bien sûr, il y a une dimension un peu technique. Motiver, il faut que les gens soient motivés pour qu'ils s'impliquent, parce que quand on dit formation, on dit également, parfois, changement dans les méthodes de travail. Et ceci fait qu'on rencontre souvent des résistances au changement. Il faut que les gens soient impliqués pour qu'ils soient efficaces. D'abord, la première cible, c'est l'apprenant. La deuxième, c'est l'organisme employeur. Il faudrait que l'employeur soit conscient du fait que son personnel a adapté son comportement, ses connaissances au marché du travail qui est toujours en pleine évolution. La cible, c'est les centres de formation. Les centres de formation qui doivent changer leur méthode parce que les nouvelles technologies ont métamorphosé la formation. Il faut que les centres de formation, tout à l'heure, il y a une personne qui me parlait de la formation de type hybride. Voilà, il faudrait qu'elle intègre les nouvelles technologies de la formation. Les concepteurs de cours. Le concepteur classique qui rédigeait des polycopies ou des livres va voir le changement radical dans sa méthode de production. Et les planificateurs gouvernementaux qui doivent harmoniser les politiques de formation avec les mutations sociales. Autrement dit, le projet à pratique est très ambitieux. C'est pas un simple système, un LMS classique qui consiste à diffuser des cours. C'est un peu plus compliqué puisqu'il s'adresse à plusieurs cibles. Évidemment, au cœur du processus, il y a l'apprenant. Donc, au cœur de ce processus, il y a évidemment la personne qui doit être formée, même si le terme formé, je lui donne un sens beaucoup plus large. Formé à quoi? À un cours. Un cours produit par un auteur. L'auteur, ça peut être un individu, un professeur par exemple, comme ça peut être une structure étatique, maintenant, un ministère qui a produit des cours. Ces cours, de façon classique, prennent la forme d'un document écrit, un polycopié ou un livre. De plus en plus, on a introduit les cours sous forme audio. Souvent, vous allez trouver un cours accompagné d'un CD-ROM qui permet à la personne d'écouter le cours, non seulement de le lire. Le cours est accompagné souvent d'exercices qui permettent à l'apprenant de se pratiquer. Ceci à l'intention de l'apprenant. Ça, c'est, j'allais dire, la méthode classique. Il faut qu'il y ait un cours produit par quelqu'un. Ce cours prend différentes formes, adressé à un apprenant. J'ai marqué théorie et pratique. La nouveauté déjà dans Tricot, c'est qu'il y a deux facettes. La facette théorique. Ah, j'ai dit Tricot. Ah, je suis toujours Moselle dans Tricot. Donc, à pratique plutôt, c'est la théorie et la pratique. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'abord, on a une dimension court-distance, c'est-à-dire qu'un apprenant, où qu'il soit à Dakar ou qu'il soit à Sydney en Australie, il a accès à un cours qui se trouve à distance sur un serveur quelque part. Mais il n'y a pas que ça. Si c'est ça, vous allez dire, il n'y a rien de nouveau. Il y a une deuxième composante. C'est la composante pratique. Autrement dit, le cours qui prend les différentes formes, écrites, audio, etc., ce cours est accompagné d'un logiciel qui permet de pratiquer. Autrement dit, la théorie, c'est le cours. La pratique, c'est un logiciel qui permet de faire des simulations. Autrement dit, l'apprenant prend connaissance de la théorie, mais il la pratique 1 fois, 2 fois, 50 fois, autant de fois qu'il le veut, avec un logiciel de type professionnel. Maintenant, je ne sais pas, un cours sur le traitement de la paye, l'apprenant peut réaliser des cas, c'est-à-dire recruter une personne, la faire payer, faire des simulations, simuler des absences, des heures supplémentaires, la prise en congé, etc. Il peut le faire autant de fois qu'il veut et il peut le faire quand il veut. Donc, liberté totale, flexibilité totale par rapport aux techniques classiques. Donc, Tricot n'a de sens qu'il y a ces deux facettes qui s'accompagnent mutuellement. Apprendre et pratiquer. Mais j'ai dit tout à l'heure que Tricot s'adresse, je dis toujours Tricot, la pratique ne s'adresse pas à un seul acteur. L'apprenant, bien sûr, mais l'apprenant fait partie d'un organisme, Mathalan, son employeur. L'organisme qui est concerné par la formation, parce qu'il veut faire un suivi de la formation réalisée par son personnel. Donc, il y a un lien entre apprenant qui s'adresse à l'organisme à qui il fournit un certain nombre d'indications sur l'évaluation, sur les statistiques de la formation. Il y a d'autres acteurs. Le tuteur. Le tuteur, c'est la personne qui se trouve à distance
qui fait le suivi pédagogique de l'apprenant. Autrement dit, le tuteur a également accès aux données du système et il peut superviser le travail de l'apprenant. Une autre entité, c'est ce que nous appelons le superviseur. Le superviseur, c'est le ou la délégué de l'organisme employeur qui fait le suivi, cette fois-ci le suivi administratif de l'apprentissage. Autrement dit, l'apprenant n'est pas seul, il est suivi pédagogiquement par un tuteur, il est suivi administrativement par un superviseur. Quand je dis suivi, il y a un échange. Le système a prévu des échanges électroniques entre le tuteur et l'apprenant, entre l'apprenant et le superviseur. Est-ce que ceci est clair? Voilà, évidemment, il y a des échanges directs via une plateforme style Messenger, le style Facebook, qui permet d'envoyer, de recevoir des messages entre l'apprenant et le tuteur et entre l'apprenant et le superviseur. Évidemment, dans le système, il y a une évaluation. L'évaluation prend au moins 3 formes. Une forme d'évaluation automatisée, sous la forme de QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Le système propose un certain nombre d'exercices, des centaines, même des milliers d'exercices éventuellement, qui permettent de vérifier la compréhension des notions présentées. Et cette évaluation est générée de façon automatique. Autrement dit, l'apprenant a déjà une première évaluation faite de façon automatisée par le système. Mais ça ne suffit pas, parce que les QCM ont leurs limites. Il y a une deuxième forme d'évaluation, c'est celle réalisée par le tuteur. Autrement dit, le tuteur est indispensable. Le tuteur va faire l'évaluation des cas pratiques réalisés par des cas pratiques réalisés par l'apprenant. Troisième forme d'évaluation, une évaluation individualisée par le tuteur. Autrement dit, des rencontres sont prévues entre le tuteur et l'apprenant pour faire une évaluation un peu plus personnalisée et moins, moins anonyme. Monsieur Bahri, une question s'il vous plaît. Vous pouvez revenir à la diapo, voilà. Donc ici, Monsieur Bahri, ce qu'on voit, c'est que l'apprenant, il est pris en charge, vraiment pris en charge, là, on va s'assurer qu'il a bien assimilé ce qu'il a reçu comme formation. Ce n'est pas le cas de la formation classique. Comme tout le monde le sait, les gens viennent souvent rentrer la première journée, donc ils signent la feuille de présence, puis ils rentrent. Donc ici, c'est plus sérieux. Même on a de quoi disons dire, même s'il y a un apprenant qui vous dit, par exemple, je sais pas faire ça, mais si monsieur, vous le savez parce que vous l'avez appris, voici vos évaluations, voici vos réponses. Donc ici, vraiment, on a bien cadré l'apprenant. Et j'ai utilisé tout à l'heure le terme dynamique, c'est-à-dire que les choses évoluent. Bon, l'évaluation allège 3 formes. D'abord, la forme classique et basique, les QCM, qu'on pose une série de questions, oui, non, un choix multiple, etc. Ça, c'est rien. La personne peut à la limite répondre au hasard. Elle peut réussir comme ça. Mais le tuteur est très important. On ne peut pas se passer du tuteur. Le tuteur, c'est la personne qui va corriger des exercices, des simulations un peu plus compliquées qu'un simple QCM. Et ceci n'interdit pas le fait que l'apprenant doit rencontrer, même si c'est virtuel, son tuteur. Mais ceci n'interdit pas que le centre de formation, je vais revenir tout à l'heure sur la notion de formation, ceci n'interdit pas que le centre de formation puisse organiser des rencontres physiques entre le tuteur et les apprenants. Ceci est Monsieur Bahri, donc, possibilités. Monsieur Bahri, pardon de vous interrompre une seconde fois. Donc vous dites que ce que moi je comprends, c'est dans la plupart des cas, il fait partie du centre de formation. Ça, on verra c'est quoi le centre de formation. On va y revenir tout à l'heure. Mais ce que je voulais dire, dans tout ce processus mis en place par pratique, le tuteur est un élément important. C'est un élément. Au même titre que l'organisme, au même titre que le superviseur, au même titre que l'apprenant. C'est un ensemble complet. On essaie de cibler complètement. Maintenant, quand je dis évaluation, les choses sont évolutives. Les choses n'arrêtent pas de bouger parce que même le système de formation
va s'adapter selon les résultats obtenus à partir de ce système d'évaluation. Mais je vais revenir sur ces différents points. Très rare. Bon. Donc, le cœur, j'ai mis l'apprenant. C'est la cible principale. Cet apprenant appartient à un organisme. En général, son employeur. Puisqu'on parle de formation de type professionnel. L'organisme, maintenant, son Elgaz, qui veut former son personnel, donc l'organisme c'est son Elgaz, l'apprenant c'est un membre du personnel, l'organisme nomme un administrateur qui va faire le suivi sous les techniques de la formation. L'organisme délègue un superviseur. Le superviseur, c'est celui qui, c'est le cas de le dire, va superviser la formation des apprenants, va superviser, contrôler, évaluer, orienter, guider l'apprentissage, parce qu'il est destiné aussi de certaines informations. Oui, c'est un rôle purement technique. Maintenant, j'ai un exemple simple. Il y a une nouvelle version, il faut l'installer. C'est pas l'apprenant, c'est pas son métier, c'est pas l'administration. Il y a une personne, en général un informaticien, dont c'est le rôle de mettre à jour le système, de communiquer avec l'éditeur s'il y a problème technique, etc. Il faut un administrateur, parce que là on parle d'autant plus que les choses sont évolutives, les choses n'arrêtent pas de bouger. Donc, il faudrait quelqu'un qui suive, qui puisse... Pour le superviseur, par exemple, et pour le superviseur, c'est quelqu'un qui surveille, bon, l'assiduité, disons. L'assiduité et le niveau des apprenants. Exactement. C'est un rôle un peu plus administratif. Donc, il faut les deux. Ça peut être la même personne, éventuellement. Mais ça dépend de la dimension de l'organisation. Si c'est une grosse organisation, je sais pas, son Elga, son Intrac, des grosses structures comme ça, c'est clair qu'il faut que ce travail soit fait par quelqu'un. Quelqu'un doit le faire. Il faut superviser la formation. Je prends juste à titre d'exemple, j'ai travaillé il y a quelque temps à Alger, à l'ISGP. La supervision, c'était relativement simple. Les gens se présentaient le matin, signaient une feuille de présence et puis ça s'arrête là. La personne est venue, elle n'est pas venue, ou salam alaikum. Non, maintenant c'est un peu plus compliqué. Moi, je regarde, la personne est venue à participer. Est-ce qu'elle a participé? Est-ce qu'elle a bien participé? Est-ce qu'elle a acquis de bonnes connaissances? Et aussi, elle va critiquer le système. Peut-être que le système n'est pas tout à fait adapté. Elle va dire, oui, cette formation, c'est bien beau, les gens sont venus, mais la formation n'a pas répondu à nos attentes. Donc, c'est un peu dans les doubles sens. Le superviseur n'est pas quelqu'un de passif. C'est quelqu'un qui va critiquer positivement, j'entends, tout le système de formation. L'école de formation, c'est ce que dans le jargon de la pratique, nous appelons le diffuseur. C'est la formation est dispensée et diffusée plutôt par un centre de formation. Exemple, une université ou un centre de formation privé, c'est lui qui va diffuser l'information. Autre acteur, c'est l'éditeur. L'éditeur, c'est nous. Nous, comme éditeurs, nous faisons la conception de la solution, nous maintenons à jour la solution, mais nous ne sommes pas des diffuseurs. C'est-à-dire, l'apprenant ne va pas venir s'inscrire chez nous. Il va s'inscrire auprès d'un centre de formation, d'une école de formation. Nous, notre rôle est un peu plus technique. Le tuteur, ça peut être quelqu'un de l'école de formation, un professeur. Mais ça peut être un consultant, autonome, qui décide, il dit, écoutez-moi, je maîtrise la matière sur tel cours et je veux être tuteur. C'est-à-dire, c'est le rôle du professeur qui prend une dimension un peu plus large. Le tuteur, c'est quelqu'un qui a distance. Vous êtes fille Razawat, n'est-ce pas, Moussa? Et vous êtes en train d'assurer le tutorat d'apprenants qui se trouvent à Naba ou à Tamarast. Rien n'interdit. La notion du tuteur et de formateur a changé du tout au tout. La formation se fait de plus en plus à distance. Il suffit de venir au Canada ici pour voir comment les choses se passent. Peut-être que Sylvain tout à l'heure pourra dire un mot. Évidemment, si on dispense un cours, c'est que quelqu'un l'a produit, c'est l'auteur. Mais l'auteur a pris une autre dimension maintenant. L'auteur, c'est quelqu'un qui produit un cours, un contenu. Mais il suffit pas d'avoir le contenu du cours. Il faut également avoir une application qui l'accompagne. Maintenant, l'auteur, ça peut être bicéphale, c'est peut-être deux entités distinctes. Celui qui maîtrise la matière, c'est pas un cours de chimie, mais celui qui a fait l'application. Et c'est pas la même personne nécessairement. Celui qui a fait l'application, ça peut être une société d'informatique qui développe l'application, mais qui n'a pas nécessairement la connaissance de la matière. La connaissance de la matière sur l'auteur. Autrement dit, c'est la réunion de celui qui développe l'application et celui qui conçoit le cours, qui vont donner lieu à ce cours, au sens large du terme. Ce cours est mis en forme par l'éditeur, ça c'est nous.
Cet éditeur, la mise en forme, elle est mise à la disposition du centre de formation, lequel centre de formation est en relation avec les apprenants à travers les organismes et il diffuse l'information. Ceci est important. Toutes ces flèches indiquent que ces relations sont basées sur des conventions. Il y a des conventions. Maintenant, convention entre nous, éditeurs, et le centre de formation. Une convention entre nous, éditeurs, et l'auteur. Une convention entre le centre de formation et des organismes. Mais tout est lié par des conventions. Et l'autre jour, quelqu'un a posé la question, il a dit, ouais, mais les droits d'auteur. Mais je dis, la notion de droit d'auteur ne veut plus rien dire. Ça n'a pas de sens. Parce que les choses sont évolutives. Le cours d'aujourd'hui sera très certainement différent du cours de dans un mois ou dans 2 mois. La moindre des choses, c'est d'enrichir la gamme des exercices. Qui va le faire? C'est l'auteur. Qui va faire la mise en forme? C'est l'éditeur. Qui va diffuser? C'est les diffuseurs. Autrement dit, les choses évoluent. Autrement dit, la relation, elle est permanente. C'est pas une opération ponctuelle. Je produis un livre et j'ai les droits d'auteur. Non, vous produisez pas un livre, vous êtes auteur. Vous engagez à produire un livre et le faire évoluer dans le temps. La relation dure dans le temps. Et tout ceci est basé sur la notion de convention. Et là, je vais pour le moment m'arrêter à ce schéma. Il est fondamental dans le processus à pratique. Est-ce que pour ceci, peut-être que Sylvain ou peut-être que Hossein, vous avez... Monsieur Bahri, il y a Moussa qui pose la question, un tuteur peut-il ne pas appartenir à un organisme de formation? Oui, oui. Oui, bien sûr. Le tuteur, j'ai dit, le tuteur, ça peut être un consultant. Prenons le cas de Moussa. Imaginons qu'il y a un cours à un moment donné, parce que je dis gestion, c'est là, un cours sur la cybersécurité. Maintenant, ok? Moussa, qui a une expertise dans la matière, peut être tuteur à titre de consultant. Tuteur à titre de consultant. Maintenant, lui, le travail qu'il va faire, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, je vais consacrer tant d'heures et voici mon planning, etc. Son engagement se traduit par une convention avec qui? Avec l'éditeur, éventuellement. S'il y a une relation contractuelle avec l'éditeur, il va dire, je m'engage tant d'heures par mois, et avec un planning, etc. Et la convention définit les règles du jeu, autrement dit, quels sont ses engagements et quelle est sa rémunération, tout ceci prend en charge dans le cadre d'une convention. Maintenant, le tuteur peut également avoir une convention avec une université. Maintenant, l'université dit, écoutez, moi, je veux lancer un cours je reste sur mon exemple, sur la cybersécurité, j'ai besoin de tuteur. Moussa dit, écoutez, moi, je suis intéressé. Donc, à ce moment-là, Moussa, comme tuteur, va signer une convention avec l'université. Autrement dit, le tuteur, c'est pas nécessairement un employé. Je peux très bien avoir un centre de formation, mais j'ai pas toutes les expertises parce que l'éventail des cours va être très large. Alors, moi, centre de formation, je vais faire appel à des tuteurs, donc des spécialistes dans la matière qui est dispensée. Et donc, M. Bahri, pardon. Là, ça devient plus qu'intéressant pour les écoles et centres de formation. Là, ils vont diversifier leurs bénéfices ou bien leurs activités. Sans qu'il y ait vraiment beaucoup de locaux ou bien beaucoup d'enseignants. Donc, c'est intéressant pour les écoles de formation. Mais bon, nous, comme éditeurs, nous allons avoir une relation privilégiée avec les centres de formation. Bon, d'abord, premièrement, quel est l'intérêt des centres de formation? Si vous avez un centre de formation qui utilise des techniques classiques, vous avez des contraintes. Vous avez des contraintes physiques de salles. Maintenant, vous avez 2 ou 3 ou 4 salles. Donc, vous allez avoir 100, 200, 300 étudiants, 1000 étudiants peut-être. Mais avec les nouvelles techniques, vous n'aurez pas 1000 étudiants, mais vous risquez d'avoir 50 000 ou 100 000 étudiants. C'est tout à fait autre chose. On passe d'une approche de type, j'allais dire, artisanale vers une approche de type industriel. Donc, l'éventail, le nombre d'apprenants va croître de façon exponentielle. Maintenant, le centre de formation, on va dire, oui, mais moi, j'ai pas nécessairement tous les tuteurs, parce qu'il faut le tuteur. Les tuteurs, je les ai pas. Moi, j'ai peut-être 2 ou 3 profs, mais j'ai pas toutes les matières. Nous, justement, comme éditeurs, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de constituer une banque de tuteurs que nous allons mettre à la disposition des centres de formation. Maintenant, les centres de formation, vous dites, écoutez, moi, voilà, vous avez un cours sur la cybercriminalité, parfait, moi, je suis intéressé, mais j'ai pas les tuteurs. Nous pouvons suggérer des tuteurs parce que nous allons constituer notre base de tuteurs.
Sylvain, as-tu quelque chose à ajouter? Non, écoute, on, on l'a pas mal tout fait, ce cheminement-là. Puis c'est sûr, pour nous, c'est clair, mais c'est les gens que j'aimerais entendre s'ils ont des questionnements. Justement, des personnes de centres de formation, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ceci? Bon, il faut bien comprendre que ce que nous sommes en train de présenter, ce n'est pas un produit, c'est pas ça du tout. Nous sommes en train de proposer une méthode de travail, un système dans lequel il y a plusieurs acteurs. Et il faut bien comprendre que chaque acteur doit trouver son intérêt. C'est pour ça que dans la documentation, nous avons dit gagnant-gagnant. Le tuteur, le tuteur, c'est quelqu'un qui va être concerné par un nombre très important d'apprenants, peu importe où ils soient dans le monde. Parce que je vais revenir sur la dimension internationale tout à l'heure. Donc, au lieu de former quelques personnes, il peut en former des centaines, voire des milliers, selon sa disponibilité et ses compétences. Le centre de formation, au lieu d'avoir quelques centaines d'apprenants, il peut en avoir des milliers. L'auteur qui produit quelques centaines de livres, maintenant, l'auteur va produire davantage. Celui qui développe une application, si je reviens toujours au secteur public, j'ai dit à titre d'exemple le secteur de la santé que je connais bien, c'est un minimum de 100 000 personnes qu'il faut former. On l'a pas fait évidemment parce qu'il y avait tellement de contraintes, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que la majorité des textes ne sont même pas appliqués. Mais si on généralise à tout le secteur, ne serait-ce que le secteur public, on parle de centaines de milliers de personnes. Centaines de milliers de personnes. Maintenant, qui est gagnant également? C'est l'apprenant. Parce qu'actuellement, à titre d'exemple, l'autre jour, je lisais dans une publicité en Algérie, un séminaire d'une journée, c'est à peu près 20 000, pas 20 000, oui, c'est ça, 20 000 dinars. 19 000, Je me trompe pas. 19 000 dinars. Enfin bon, disons 20 000 pour faire un chiffre rond, 20 000 dinars pour une journée. Évidemment, si vous rajoutez à ça le fait que la personne doit se déplacer, donc payer les frais de transport, la personne doit aller à l'hôtel, la personne doit être restaurée, etc., ce n'est pas 20 000, c'est peut-être le double. Mais imaginez, si je vous dis maintenant, avec ce genre de solution, la personne, combien elle va payer? C'est la question qui a été posée. La personne paiera pour une journée l'équivalent de même pas la moitié d'un café. Attendez, un montant dérisoire. Donc, un montant dérisoire pour l'apprenant, un café, c'est quoi? C'est rien du tout. Je sais pas combien ça coûte un café chez le bled. Je sais qu'au Canada, c'est très cher, mais en Algérie, ça coûte pas grand-chose. Donc, pour le prix d'un café, elle a accès à un cours. C'est quand même extraordinaire. Ça permet d'élargir l'éventail des personnels apprenants. Je prends à titre d'exemple. Tout à l'heure, on parlait de la LOLF. J'ai parlé à combien de personnes, notamment au ministère des Finances. On dit, on ne sait pas comment démarrer parce que personne n'a rien compris. Effectivement, personne n'a compris. Commençons par, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sensibiliser, former, motiver. Les outils sont là. Donc, tout le monde est gagnant dans ce processus. Qui a perdu? Personne. Tout le monde a gagné, que ce soit sur le plan de la reconnaissance professionnelle, que ce soit sur le plan même purement financier, parce que quand je dis convention, ça veut dire qu'il y a une dimension financière. Chacun va être payé pour le travail qu'il a fait, à condition que les règles du jeu soient très claires. Et on ne se marche pas sur les pieds. Quand je dis on ne se marche pas sur les pieds, à titre d'exemple, nous ne sommes pas un centre de formation. Nous n'allons pas, nous, chercher des apprenants. C'est au centre de formation de les chercher, pas à nous. Nous signons une convention avec le centre de formation, lequel fait son travail. Monsieur Bahri, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Oui, actuellement, Monsieur Bahri, bon, parce que là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Bon, surtout, Monsieur Bahri, ceux qui vont être contents, ce sont bien les gens qui habitent les zones éloignées. Parce que à l'IMET, je reçois beaucoup d'appels d'Élizy, de Tamarasset. Tout le monde est content. Comment faire? Bon, essayez de contacter des centres de formation que vous connaissez. Peut-être on pourra coordonner nos violons pour que ces gens-là puissent dire que nous avons un groupe. Ils n'ont pas de gestion, ils n'ont pas de gestionnaire. C'est quelle wilaya ça? C'est la wilaya de Bni Abbas, je pense. Alors, c'est l'extrême, c'est à 200 km de Tindouf, je pense. Voilà, de Tindouf, pardon, de Tindouf. Donc, c'est à 200 km de Tindouf. Donc, ils sont vraiment, ils sont coincés. Il n'y a pas beaucoup de cadres. Les gens qui sont là, qui n'ont pas assez de savoir.
Donc tous ces gens-là vont être contents. Maintenant la question, et aussi une autre question, quels sont les cours actuellement qui sont dans la pratique, c'est-à-dire disponibles là tout de suite. Bon, c'est pas dans l'immédiat, mais... Ok, je vais y arriver dans le planning tout à l'heure. D'accord. Non, il faut juste que les gens comprennent, Belly, chacun a son rôle, chacun devrait trouver son compte. Effectivement, quand tu parles de zones éloignées, la notion de distance ne veut plus rien dire. Le tuteur peut très bien être en Australie. Le tuteur, ça peut être Sylvain, Sherbrooke, je sais pas si les gens savent où se trouve Sherbrooke, mais Sylvain, depuis Sherbrooke, il a une certaine expertise dans certains domaines, peut être tout à fait tuteur. Ça ne pose strictement aucun problème, puisque la notion de distance ne veut plus rien dire. Ok, on avance, puisque là, bon, alors de quoi a l'air, tenez? Il a l'air de quoi ce système? Oui, pour le moment, juste préciser quelque chose. Ici, nous avons un ensemble de cours qui sont faits par nous. Nous, comme éditeurs, pour le moment, nous avons joué notre rôle d'auteur. Mais à terme, l'auteur, il peut être diversifié. C'est pas nécessairement nous, l'auteur. Nous avons un certain nombre, parce que nous avons les applications, un certain nombre de cours dans le domaine de la gestion. Bon, ça, c'est une l'interface actuelle de la pratique. Et il sera disponible quelque part en janvier. On n'a pas arrêté la date encore. À partir de janvier, donc vous aurez à travers Internet, il suffit de taper à pratique.com et vous allez avoir accès à pratique. Et si vous lancez à pratique, vous allez dire, c'est quoi ce truc-là? Là, il y a des images et des photos. On va se retrouver. Tiens, je vois ici, je m'informe. Ok, je m'informe. C'est quoi ça, je m'informe? Ok. J'ai cliqué sur informe et puis là, on va vous dire, c'est quoi à pratique? Ok. Là, vous avez un texte d'explication. À qui s'adresse à pratique? Ok. C'est quoi l'apprenant, le tuteur, le superviseur, enfin ce que j'ai déjà raconté. Et vous allez voir comment accéder à pratique. Bon, parfait. Ça vous donne déjà une information de base sur le système. Il n'y a aucun engagement. N'importe qui peut accéder au système et s'informer. Alors, vous êtes ici, que ce que je vois, tiens, gestion informatisée des organisations. Donc, il y a un groupe de cours relatif à la gestion informatisée des organisations. Plus loin, vous allez avoir une autre série sur la formation professionnelle, une autre série sur le management de la qualité, une autre série sur l'histoire, avec un hommage rendu à un ami qui vient de décéder, qui a écrit un livre fantastique, sera diffusé. J'ouvre juste une parenthèse, la rubrique histoire, les cours seront gratuits. Ce sont un ensemble de cours qu'on a fait pour rendre hommage à toutes les femmes et tous les hommes dont nous pouvons être fiers, que ce soit des historiens, des hommes politiques, des scientifiques, etc. Si je reviens ici, tenez, gestion informatisée des organisations. Ah, tiens, ça, c'est quoi? C'est le premier cours qui sera disponible à partir de janvier, parce qu'il est prêt. Et je vois ici, syllabus. Ok. Un cours, le programme, les objectifs de ce cours. Ok, on énumère les objectifs. La méthode pédagogique utilisée, le système d'évaluation et les tuteurs, qui sont les tuteurs, et quel est le contenu de ce cours. Parfait. Donc, le cours est composé de leçons. Voici, dans ce cas-ci, j'ai 21 leçons. Et si on veut le détail sur chaque leçon, on n'a qu'à cliquer dessus. Imaginons que vous êtes professeur, vous dites, tiens, ça m'intéresse. Vous prenez connaissance du cours, vous le regardez. Rien n'interdit de nous faire vos commentaires pour dire, tenez, vous avez oublié telle notion, vous n'avez pas mis l'accent sur telle autre, etc. C'est tout à fait dynamique parce que nous sommes à l'écoute de personnels qui sont des personnes active, c'est-à-dire qu'il va apporter un commentaire pour que celui-ci soit positif, un commentaire positif qui permet de faire évoluer les choses. Donc, le commun des mortels peut déjà s'informer sur le programme, sur le contenu des programmes. Maintenant, comment les choses se passent? Vous allez, à un moment donné, vous enregistrer. Vous dites, bon, ok, ça m'intéresse, je vais m'enregistrer. Bon, il y a toute une procédure administrative derrière ça, elle est faite de façon électronique. Et à un moment donné, vous devenez ou là, vous êtes d'abord, tenez, vous êtes administrateur. Alors, vous allez vous connecter comme administrateur. Je pense que notre ami Sherbrooke, c'est en Italie. Va se reconnaître. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Sherbrooke. Ça se trouve où, Sherbrooke, déjà? Sylvain?
Non, 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 pas en Ça, Italie. c'est le pilote qui parle, là. Canada, province de Québec, à peu Ah, t'es près en Estrie, là. à 150 000 à l'est de Montréal, qui est plus connu. Et la vie agréable à Sherbrooke? Assez, ne parle Pardon? pas en même temps. Oui, Nadir. Oui, oui, je t'ai dit, est-ce qu'il fait bon vivre à Sherbrooke? C'est très agréable. Ah bah parfait. Donc c'est une Très. invitation à ceux qui veulent rendre visite à notre ami Sylvain. Bon, alors je me suis connecté, je suis Monsieur Sylvain Dubé. Ah, tenez, qu'est-ce que je vois ici? Il est administrateur. Puisqu'il est administrateur, il a accès à un certain nombre d'options que l'usager normal ne voit pas. Bon, je rentre pas dans ce détail. Et il a accès notamment aux diffuseurs. Les diffuseurs, ce sont le centre de diffusion, les centres de formation. Donc, c'est à lui de les gérer. C'est lui, en tant qu'administrateur système, qui va gérer ceci. Et il a accès à d'autres informations. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans ce détail aujourd'hui parce que, évidemment, c'est pas une démonstration. C'est juste une présentation très, très générale. Si je suis, non pas administrateur, mais si je suis un apprenant, dis m'enregistrer. Alors, je m'appelle, je dis pas de bêtises. J'en ai un ici. Manar, comment ça? 4311. Ah, du fait, je suis Mansouria Amar, ok. Je suis enregistré auprès de l'école supérieure de commerce. Ah, et là, j'ai accès à un certain nombre d'options, ici. Bon, évidemment, n'importe qui peut s'informer n'importe quand, parce qu'il y a peut-être des nouveautés. La personne peut suivre ses inscriptions, elle a peut-être des inscriptions, plusieurs cours. Elle peut accéder au tuteur avec lequel elle peut communiquer. Tuteur, choisit son cours. Et là, on peut voir l'échange. Elle peut échanger avec le tuteur Katab Zahra, donc sous la forme de messages un peu style Messenger. Donc, elle peut envoyer des messages, recevoir des messages, etc. J'ai dit qu'il y a une relation permanente entre l'apprenant et le tuteur. Ça, c'est l'une des options, un échange permanent. Cette personne peut suivre son évaluation, suivre son profil. Elle peut tenir, tiens, elle est inscrite à ce cours-là. Si je suis inscrit à un cours, c'est-à-dire que je peux apprendre. Voici le cours. Ce cours est composé, pardon? D'accord. Non, j'étais là pour dire, bon voilà, si je veux, tenez, je vais quitter, j'étais où? Je suis inscrit à, ce cours est disponible puisque c'est en vert. Je suis déjà inscrit, donc je peux apprendre. Apprendre, c'est quoi? C'est accéder au cours. Voilà, mais ça donne la première leçon. Je veux suivre la leçon. Ok, et là, se Oui, défile. parce que Le cours se défile. Évidemment, si j'aime le pas canal trop 100, il est déjà occupé. C'est lire, pour ça qu'on bah, ne peut tout ce que je pas fais, entendre nous. je clique ici. Je sais pas. Voilà. Enfin, moi, je l'entends. Peut-être que vous l'entendez pas. C'est ça. Là, je suis en train d'écouter le cours. Donc, vous écoutez le cours, vous vous arrêtez, vous faites une pause, vous recommencez, etc., etc. Si je continue, je suis le cours. Chaque cours est composé d'un certain nombre de sections. Et à la fin de chaque section, j'ai une série d'exercices que j'ai appelés les QCM. Si je vois ici, exercice de compréhension. Voilà, toute une série d'exercices. Il y en a déjà des centaines d'exercices. Chaque exercice, le système pose des questions. Il y a différents types de réponses, différents types d'exercices. Et le système répond et à travers ces réponses, j'ai en tout temps accès à mes résultats à travers le petit bouton qui est ici, etc., etc. Bon, je ne vais pas rentrer nécessairement dans tous ces détails parce que ce qui est prévu, c'est qu'on ait des rencontres individuelles avec des centres de formation. Et à ce moment-là, ça prend des heures et des heures, sinon 2 ou 3 jours, pour faire le tour des possibilités du système. On a dit qu'en Algérie, effectivement, il y a des blocages, mais à mon sens, c'est suite à une expérience que nous avons menée. Tenez, justement, pour parler d'expérience que nous avons menée, nous avons été impliqués dans un vaste projet auprès du secteur de la santé. Ça a pris 4 ans de travail. Au bout de 4 ans, nous avons formé à peu près 3000 personnes. Et à l'époque, je me disais, 3000, c'est beaucoup. Mais en fait, 3000 personnes, c'est rien du tout parce qu'il fallait former non pas 3000, mais 100 000. Et pourquoi 3000? Parce qu'il y avait évidemment toutes les contraintes de la formation de type présentiel. Et ça n'a pas nécessairement été très efficace.
Et c'est pour ça, à un moment donné, on s'est dit, bah, cette méthode de travail n'est pas tout à fait adaptée. Ce que je veux, c'est pas les 3000, c'est les 100 000. Et ça, justement, ce genre de solution répond à un besoin réel, constaté sur le terrain. Quand je parle de former qui, si vous prenez le cas d'un hôpital, il faut former un informaticien, maintenance des systèmes. Il faut former des comptables. Et quand je dis comptable, c'est plusieurs dimensions. La comptabilité budgétaire, la comptabilité analytique, la comptabilité budgétaire. Et il faut former les gestionnaires, il faut former des personnes personnel des ressources humaines, et il faut former les magasiniers, il faut former les pharmaciens, etc. Ça fait un monde fou. Et ceux-ci ont été délaissés parce qu'il y avait des contraintes. Bon, j'ai dit effectivement, il y a même les contraintes financières que même le ministère des Finances a dit, on n'a pas les moyens de débourser autant d'argent. Et pourtant, quand tu regardes de plus près, tous les séminaires qui sont organisés, ça coûte une fortune avec des résultats pédagogiques à peu près nuls. Bon, il se trouve que nous, la gestion budgétaire selon activité, nous connaissons. Et le cours va être prêt prochainement. D'ailleurs, je vais arriver dans un petit... J'ouvre une parenthèse pour dire que ceux qui sont intéressés à voir cette présentation, ils n'ont qu'à faire une demande à Hossein, juste faire un email et on va vous l'envoyer. Bon, ceci est fondamental, il y a la théorie. OK. Le document fondamental, c'est celui-ci. Il faut que les gens aient bien compris ce processus et bien compris que notre rôle, nous ne faisons pas tout, nous sommes seulement l'éditeur. Nous sommes une composante aussi importante que les autres, aussi importante que le centre de formation, ou que l'administrateur, ou le superviseur, ou le tuteur. Tout le monde est partie prenante. Alors, le sommaire de ce qui a été dit. D'abord, bien comprendre, c'est un projet collectif. S'il n'y a pas de tuteur, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de superviseur, ça ne marche pas. S'il n'y a pas d'auteur, ça ne marche pas, etc., etc. Donc, c'est un projet collectif dans lequel il faut bien comprendre tout le monde doit gagner. Et c'est ça qu'il faut apprendre, surtout en Algérie, apprendre à travailler ensemble. Un processus collectif. Tout seul, on ne peut rien faire. Attention. À pratique, c'est un projet, même s'il est à la contribution de nos amis canadiens à travers Sylvain et son organisation, c'est un projet qui tient compte des réalités nationales. C'est pas un produit qui est importé qui impose d'autres valeurs, c'est un projet national. C'est un projet qui est évolutif, c'est-à-dire que les choses changent et comme elles changent de plus en plus vite, il faut qu'on soit dans la course. C'est un projet, attention, c'est important et ça concerne, malheureusement, ils devaient venir, ils ne sont pas là, un projet qui va permettre de constituer un big data, c'est-à-dire de constituer des données en quantité de plus en plus importante. Données qui vont permettre de faire de la prise de décision et de permettre de bâtir un système basé sur l'intelligence artificielle. Et un projet à dimension internationale. Dans le système actuellement, je parle de l'Algérie, mais les données vont tenir compte d'autres réalités. Maintenant, on peut créer une entreprise selon le modèle algérien, selon le plan comptable algérien, mais il n'est pas interdit, et c'est prévu pour 2025, de créer des simulations de type canadien. Je connais le Canada, et Sylvain, bien sûr, le connaît encore mieux que moi. Un projet de type ouest africain. Il se trouve que je connais très bien l'Afrique de l'Ouest et je connais très bien leur modèle. Donc, ça veut dire que vous, en Algérie, si vous voulez connaître un peu le fonctionnement de système anglo-saxon à la canadienne, vous pouvez très bien, à travers vos simulations, créer une société de type canadien et vivre informatiquement, j'entends, comme si vous étiez au Canada. Même chose, le Canadien qui veut connaître le modèle algérien peut très bien, à travers un modèle tout à fait théorique, créer un modèle algérien. D'où cette dimension internationale. Alors, notre plan de travail pour les semaines à venir, d'abord le mois de décembre, nous avons planifié 3 présentations, celle-ci est la dernière, il y en a une le 3, ensuite le 10 et maintenant le 17. Nous allons identifier dans les jours à venir les partenaires potentiels, notamment les centres de diffusion, ceux qui sont intéressés à travailler avec nous, marhaba. Janvier et février, nous allons faire des rencontres avec ces partenaires potentiels pour faire des démonstrations un peu plus détaillées, des démonstrations individuelles. Ces démonstrations, j'espère, donneront lieu à des conventions dans lesquelles, et nous allons lancer avec ces partenaires un premier cours à titre pilote. Et on fera une évaluation au bout de quelques mois. En ce qui concerne l'année 2025, d'abord, il y a un premier cours qui est prêt, comptabilité, mais comptabilité au sens large du terme. Il faut que les produire la gestion des ressources humaines, je parle toujours de 2025,
Ensuite, le projet va être enrichi. D'abord, le rendre multilingue. Je ne sais pas si le terme multilinguisation existe. Il sera en anglais, en arabe, notamment le cours de ressources humaines sera arabisé, et en français, ce qui est déjà le cas. Nous allons étendre aux normes comptables, c'est déjà prévu, aux normes comptables canadiennes et africaines, le SISCOA, Système comptable ouest-africain. Nous allons constituer, je l'ai déjà dit tout à l'heure, un portefeuille d'auteurs qui sont prêts. Il y a des gens qui ont des cours, qui seraient intéressés à les faire diffuser à travers la pratique. On fait l'évaluation du cours, sa pertinence, et ensuite, si on est d'accord dans le cadre d'une convention, le cours sera diffusé. Oui, juste une parenthèse, je l'ai pas dit, Mme Hossein. Les hôpitaux qui ont un contrat avec nous dans le cadre de Tricot, c'est que ceux-là vont bénéficier de la gratuité de l'accès à la plateforme. Aktima Mohamed. C'est un acquis dans le secteur de la formation professionnelle, puisqu'on a eu acquis une certaine expérience dans la diffusion des cours dédiés Cisco, soit dans le domaine du réseau, sécurité, cybersécurité, networking development, cloud, data center, donc tout un package. Donc, à peu près l'idée est claire pour moi dans le contexte de ce que vous avancez en tant que projet. Donc, je vous souhaite la réussite, noble démarche, et à la prochaine, Inch'Allah. Il y a un point sur lequel, Hossein, il faut insister. D'abord, je l'ai dit et je répète encore une fois, c'est un projet dans lequel chacun apporte sa petite pierre ou sa grande pierre. Il faut bien comprendre, Belli, c'est un projet collectif. Chacun apporte sa petite pierre ou sa grande pierre. On construit quelque chose ensemble. Et ça fait des années que je répète la même chose, arrêtons d'être des gens passifs qui consomment ce que les autres ont produit. Actuellement, il y a des plateformes utilisées en Algérie. J'ai dit utilisées. Je ne sais pas, par contre, s'il y en a qui sont produites. Ça, c'est une production algérienne, même s'il y a une composante canadienne. C'est un autre produit. Évidemment, le produit est ce qu'il est aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire, il ne va pas évoluer. Le système va évoluer au fur et à mesure qu'on le construit ensemble. Donc, soyons producteurs. Arrêtons d'être des simples consommateurs. Ça veut dire qu'on est à côté. On va toujours consommer ce que les autres ont fait. Et on va encore une fois, et ça fait 50 ans que les choses se passent, encore une fois, rater un autre virage. Le virage de la formation est, à mon sens, super important. Si on reste toujours passif et on est en train de consommer ce que les autres ont fait, bien évidemment, on est à côté, et l'écart entre ceux qui produisent et qui avancent et nous sera de plus en plus important. Nous montrons toujours notre disponibilité à travailler ensemble. Ceci, il faut que le message soit clair. La dimension technique. La technique n'a jamais été un problème. La technique a toujours des solutions. Mais tant qu'on n'a pas commencé à plonger, tant qu'il n'y a pas la volonté d'avancer, de bien faire et de bâtir, on est complètement à côté. Je m'adresse notamment aux auteurs. Vous avez un cours. Il y a des gens qui ont des cours, mais c'est des cours inconnus. Je prends l'exemple d'un monsieur qui est professeur de traumatologie, qui est connu aux États-Unis. C'est un Algérien, connu aux États-Unis. Il donne des cours, il donne des conférences partout, mais personne ne le connaît en Algérie. Vrai ou faux? Oui, non, connu par un certain nombre de spécialistes de la matière. Mais je veux dire, à partir du moment où il est diffusé à travers un site c'est-à-dire, à partir du moment où les gens commencent à utiliser le système et le critiquer, il va évoluer. Et s'il évolue, il va répondre davantage aux besoins. S'il répond davantage aux besoins, il aura de plus en plus de consommateurs. Et faisons partie de ceux qui vont gagner. J'ai lu dans la presse, il y a 2 ou 3 jours, que le président s'est rendu en Mauritanie pour parler de quoi? Pour parler de quoi, Hossein? De formation. Et voilà, on y arrive. Et parler de formation, si on a des outils de formation, notamment adaptés au contexte arabe, puisque la Mauritanie est un pays arabe, ben pourquoi pas? C'est un autre atout qui se trouve dans nos poches. Bon, des questions étaient posées. La facturation. Bon, j'ai pas de détails pour le moment. En tout cas, je peux dire une chose. Tout se fait sur la base de convention. La facturation, je peux vous dire une chose. Ça coûtera moins cher que le prix de la moitié d'un café par jour pour chaque étudiant. Entendez, en montant dérisoire. Si vous avez les moyens de vous payer un café par jour,
vous avez largement de vous payer l'accès à la plateforme. Entre parenthèses, il y a même des cours gratuits. Donc, tous les cours sur l'histoire. Je ne sais pas si vous intéressez, que sais-je, à la vie de Moussab Boulaïd, ben, vous aurez une rubrique quelque part qui se trouve dans la rubrique Histoire et dans la rubrique Notre fierté. Vous allez trouver la biographie de Boulaïd, ou la Lémer Abdelkader, comment ça s'appelle, j'oublie son nom, Begar Hadda. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent Begar Hadda. Mais moi, je suis une sondeuse qui a bercé mes oreilles quand j'étais gamin. Donc, vous voulez connaître la vie de Begar Hadda, vous l'aurez gratuitement, bien entendu. Les droits d'auteur, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de droit d'auteur parce qu'il n'y a pas de propriété, du fait qu'elle est évolutive. Ce qui détermine les relations, ce sont des conventions. Quel cas de plus pratique par rapport aux autres LMS? Hossein, peux-tu répondre à la question? Enfin, tu as bien résumé, mais il y a deux aspects. Premier aspect, dans la pratique, il y a la partie pratique. Il n'y a pas que la partie formation. La formation et la pratique, c'est très important. Ce qu'on trouve, enfin, à ma connaissance, j'ai pas vu ça dans ton système. Deuxième part, sauf peut-être des logiciels spécialisés qui m'a le monsieur parlé de Cisco. Deuxièmement, le fait que vous êtes acteur. Vous êtes acteur, c'est-à-dire vous êtes en train d'apporter des éléments. Troisièmement, c'est un logiciel qui est compte de la réalité nationale. Bon, autre question, j'ai vu une autre organisation peut-elle intégrer ses propres cours dans la pratique? Oui, supposons que vous avez une organisation qui a déjà construit des cours. Vous dites, bon, ces cours-là, bon, ils sont ma propriété, ok, parfait, on ne le conteste pas. Est-ce que je peux les rendre disponibles sur la pratique? Oui, absolument, sans aucun problème. Le travail d'édition, de mise en forme, ce sera notre rôle. Évidemment, la relation sera basée sur une convention dans laquelle chacun protège ses droits. Il n'y a aucun problème, bien au contraire. Si vous avez des cours, nous sommes tout à fait ouverts à discuter de la possibilité de les intégrer dans la pratique. À pratique, les cours ne nous appartiennent pas. Notre propriété, c'est la plateforme. À pratique, peut-il être installé sur notre propre site? La question a été posée. On a dit pas pour 2025. Probablement, parce que le système sera en pleine évolution. À partir de 2026, probablement qu'en ce moment-là, à pratique pourra être installé sur des sites privés. Mais pour le moment, c'est tout à fait prématuré. À pratique sera disponible, oui, très certainement à partir de janvier, plus vers la fin de janvier, il sera disponible, donc accessible à peu près à tout le monde. Et d'ici là, j'espère que nous aurons des conventions avec des centres de formation. Quand on referme la rubrique histoire, tout ce qui touche à l'histoire de l'Algérie qui peut nous réunir, et même l'histoire du Canada, pourquoi pas. C'est notre second pays. Il y a maintenant, Montréal est en train de devenir un peu la banlieue d'Alger. Alors, il y a notamment dans la rubrique histoire des témoignages ou des biographies de personnes, hommes ou femmes célèbres, à qui leur célébrité à travers leur production en histoire, des hommes politiques, des femmes politiques, etc. Donc, toute personne qui est intéressée à diffuser de l'information, marhaba, il n'y a aucun problème, on peut les intégrer. Encore une fois, cette rubrique, les cours seront gratuits. Ce sera des extraits d'œuvres, par exemple, qui m'a le cas de Mazouri, qui vient d'écrire un livre, qui vient de décéder, son cours sera disponible prochainement à partir de ce livre. Enfin, des extraits de son livre. Ben écoute, une des choses importantes par rapport à la pratique, c'est on est accrédité par Transport Canada ou le ministère du Transport du Canada parce que la plateforme permet de vérifier la présence en temps réel d'une personne qui va suivre une formation. Quand je dis en temps réel, je veux dire, la personne est en virtuel, elle prend ses formations au moment où elle veut, mais c'est toujours vérifié de sa présence. Je peux pas dire je pars la vidéo et je vais prendre un café. Il faut que tu sois là. Comment on le fait? Ben ça, c'est notre secret. Pardon, tu permets, je vais compléter ce qu'a dit Sylvain. Il y a un historique derrière tout ça. Au départ, quand il y a eu la crise de la Covid, ceci a posé des problèmes au ministère des Transports du Canada parce qu'il fallait que pour que les pilotes, ici l'aviation est très importante, pour que les pilotes puissent avoir leur licence de pilotage, il faut qu'ils suivent une formation au moins une fois par année. Mais avec la Covid, il était impossible d'organiser des formations selon les techniques classiques. Donc il fallait un système qui permette de maintenir la formation tout en assurant un certain contrôle et une certaine supervision. C'est pour ça que je parlais de supervision, tout ça, une supervision de la participation des pilotes.
Or, le système en pratique, Sylvain fait bien de garder son petit secret, le système en pratique permet justement d'assurer cette supervision et c'est pour ça que le système a été adopté, validé par le ministère des Transports du Canada, ce qui est pas n'importe quoi. Mais outre le ministère des Transports, le système est utilisé par différentes organisations. Juste une parenthèse pour l'aviation. On parle ici au niveau des pilotes privés, parce que les pilotes de ligne, évidemment, ils ont plus qu'une formation par année. C'est de la formation continue sur des simulateurs, etc. Mais nous, on s'adresse à tous les pilotes privés du Québec et du Canada qui doivent, eux, avoir une formation pratique, oui, de façon régulière, mais aussi une formation théorique. En fait, c'est du rafraîchissement des connaissances qui doivent. C'est un rafraîchissement de connaissances, ok, à chaque 6 mois, à chaque année. Et justement, à cause de la COVID, on ne pouvait plus faire de formation. Le ministère du Transport était mal pris. Sylvain, il y a combien de pilotes au Canada? Pilotes privés? Pilotes privés? Toi-même, tu en as un. Ouais, écoute, juste au Québec, on est en pilote privé, on est à peu près 5-6 000 peut-être. 5-6 000. Et il faut donc aussi, il faut signaler que c'est pas le seul partenaire, c'est qu'il y a plusieurs. Le Canada, c'est pas un petit pays, c'est le deuxième après la Russie. Oh, oui, oui. Plus on se fait connaître, Tu sais, quand ça a commencé ici, il y avait d'autres entreprises avant Transport Canada, mais on est quand même parti avec une entreprise avec qui on s'est impliqué. Et de là, selon les demandes qui ont été demandées, on aimerait ça ici, est-ce qu'on pourrait faire ça? Donc là, il y a eu beaucoup de développement pour arriver à une partie de ce qui est à pratique développé par Nadir. Mais bon, Hassine, est-ce que tu fais quand même un suivi par la suite? Bonjour tout le monde. Bonjour Fatera. Comment ça va, Nadir? Fatera. Ah, très bien. Fatera, professeur à l'université Babzouad, enfin ex-professeur, et très bel ami de longue date. Alors, on est toujours dans les mêmes bagarres. Fatera, je m'excuse, je t'ai coupé. Merci, non, avec plaisir. Voilà, donc je vous salue tous. Et voilà, moi, il y a au moins deux questions. La première, elle concerne cet administrateur qui supervise le suivi de la formation de l'apprenant et qui reste administrative. Cette tâche reste administrative et avec l'expérience que j'ai pu avoir dans le passé, avant, quand on avait le suivi administratif, et tu l'as bien signalé avec l'ISGP, ça se résume à la signature d'une liste de présence et qui fait foi sur le plan, c'est-à-dire c'est formel, sur le plan administratif, elle fait foi. On contrôle plus le formateur, la présence du formateur que les apprenants. C'est-à-dire par cette liste de présence, cela justifie que le formateur a bien dispensé la formation aux apprenants présents. Mais sur le plan effectif, cela ne veut pas dire qu'il y a eu réellement un suivi de la part des ressources humaines, par exemple. Il n'est pas effectif. Donc ce point-là, surtout si par exemple je vous donne le cas de la formation, l'enseignement et la formation professionnelle, qui ont des centres de formation à l'échelle nationale, et les DRH ne peuvent pas suivre tous les apprenants. Ça demande beaucoup de ressources et c'est pas effectif. Ça reste quand même administratif. Donc ça c'est le point 1. Vous avez remplacé cette liste de présence puisque vous avez mis l'accent sur le fait d'avoir développé des outils qui ont trait à cette présence. Quid, comment avez-vous remplacé cette liste de présence signée par un suivi effectif?
Ah, comment? Oh, techniquement, c'est facile parce que de toute façon, à partir du moment où l'apprenant se connecte, on sait qu'il s'est connecté. À partir du moment où il a commencé la lecture d'un cours, le suivi d'un cours, on sait. À partir du moment où il a réalisé l'exercice, on le sait. Autrement dit, tout l'historique de toutes les activités de l'apprenant sont notées dans le système. Le superviseur le suit en permanence. Il a accès à tout l'historique des activités. Il y a un journal des différents événements initiés par l'apprenant qui sont accessibles au superviseur. Et il y a aussi évidemment un système d'échange entre le superviseur et l'apprenant. Maintenant, le système, je prends le cas de l'ISGP tout à l'heure. La personne peut venir se connecter à 9 heures. Moussa disparaît pour aller prendre un café. Ouais, mais sauf que le système, il y a des mécanismes de façon aléatoire. Le système pose des questions. Fatiha, es-tu là? Fatiha, es-tu là? Mais Fatiha n'est pas là. Fatiha était prendre un café avec sa copine. Autrement dit, c'est pas de la police, mais c'est quand même du contrôle. Et tout ceci, tous ces événements sont accessibles au superviseur administratif. Tu as commencé à 9h. À 9h30, tu étais là. À 9h45, tu étais là. Et à midi, tu étais là. Et tu es parti à midi 10. On le sait. Non seulement, bien sûr, le suivi de la présence et de la participation, mais je vois aussi les exercices. Il y a un ensemble d'exercices. Il y a maintenant des milliers d'exercices. Je connais aussi ton évaluation. Parlons d'exercices, justement, j'aborde l'aspect de l'évaluation. Il y a 3 types d'évaluation. Il y a d'abord l'évaluation faite par le système lui-même. Quelle forme? C'est des QCM, des questions à choix multiples. Donc, chaque bout de leçon, le système propose un certain nombre d'exercices. L'apprenant répond. Et il est noté. Donc, ça, c'est la partie apprentissage évalué par le système. De plus, il y a des exercices pratiques un peu plus compliqués. Le système ne peut pas les corriger. C'est le tuteur qui fait la correction. Autrement dit, le système, en tant que logiciel, corrige les QCM et le tuteur corrige les exercices pratiques. Le système soumet un ensemble d'exercices pratiques. L'apprenant donne ses réponses et le tuteur fait la validation. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'évaluation individualisée faite par le tuteur au profit de l'apprenant. Autrement dit, on a toute la batterie, contrairement à certains systèmes, tout ce qu'ils font des QCM, ça s'arrête là. Oui, mais là, il y a des questions, on ne peut pas les automatiser. Il faut le tuteur, parce qu'il y a tout un contexte pédagogique que seul le tuteur peut connaître. Faites-moi, je ne sais pas si j'ai suivi en ce qui concerne, de toute façon, le suivi administratif. Actuellement, la connaissance que j'ai à la Kouléhal, il n'y en a pas. Il n'y a pas de supervision. Oui, voilà. Tu m'as bien éclairé, je te remercie, vraiment, au sujet du suivi. Ce que je constate, et si j'ai bien compris, c'est pas un constat, si j'ai bien compris, je reformule. Donc, vous avez l'apprenant au centre du jeu, vous avez le tuteur pédagogique, vous avez le superviseur qui est administratif, donc c'est l'école de formation, c'est le partenaire, le diffuseur, et vous avez l'auteur qui produit donc l'édition du cours avec le contenu, les substances sont donc produites par l'auteur et puis avec je m'excuse, je te coupe, je précise ce point-là, l'auteur. C'est pas une seule personne, hein. Non, l'auteur. J'aurais dû mettre pour un cours. Oui, j'aurais dû mettre un S parce que l'auteur. Et tuteur aussi. Et tuteur aussi, parce que les tuteurs pédagogiques. Non, juste pour apprécier le point de l'auteur. L'auteur, prenez un cours de chimie, maintenant. Un cours de chimie, on a un chimiste qui fait un cours, il a un polycopier, il le met à jour, etc., etc. Mais il faut une application. Mais le prof de chimie, il n'est pas nécessairement informaticien. Donc, il faut une autre entité. C'est pour ça que j'aurais dû mettre S à hauteur, une autre entité qui développe l'application, qui s'appelait Cocours. N'en qu'un exemple. Ici au Québec, il y a quelques années de ça, quand on faisait la révolution numérique ici, l'État a décidé d'automatiser beaucoup de cours. J'avais ma boîte d'informatique ici. Bon, j'ai été rapproché par le ministère dans le cadre d'une sorte d'appel d'offres pour un cours un cours de comptabilité.
Il y avait un prof de comptabilité qui a fait le cours, mais il y avait nous, ma société, en tant que boîte d'informatique, qui a mis en forme. Autrement dit, c'était les deux expertises qui se rejoignaient. Le prof de comptabilité qui apportait le contenu et nous qui apportions la version informatisée. Autrement dit, quand je dis auteur, encore une fois, S, le cours et l'application. Parce que s'il n'y a pas d'application, il n'y a pas de pratique. Il n'y a que l'apprentissage, ce que font la majorité du système. Je ne sais pas si c'est plus clair. C'est très clair. C'est très clair. Mais moi, ce que j'ai compris pour l'application, donc c'est l'éditeur qui s'occupe, l'auteur, il amène la connaissance pédagogique. Donc, il connaît la partie aussi bien exercice que la connaissance pédagogique. Et la mise en musique de l'application, elle est produite par celui qui met en forme, c'est-à-dire l'éditeur. Est-ce que je me suis trompée? Exactement. Très bien. C'est exactement ça. Donc, tu peux laisser auteur sans S, et l'auteur, ça s'applique au domaine d'apprentissage. Si le domaine est chimie, ça sera des chimistes, et ça peut être un groupe d'auteurs, ça peut être, voilà. Donc ça, c'est pas... Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce que je voudrais juste préciser ici, si j'ai bien compris, juste pour ma compréhension personnelle et peut-être même parmi ceux qui sont en train de suivre, une reprécision, ce que je vois, c'est que tout peut se faire en ligne, en dehors des moments de présentiel décidés, par exemple tous les 3 mois, où il y a une rencontre. Mais le superviseur lui-même, il peut être en ligne. Il peut contrôler en ligne. Voilà. Donc, tout le système, il est complètement à distance. Ce qui est intéressant. Enfin, attends, je vais quand même préciser un point. Tout à distance, oui et non. Je vais dire pourquoi. Attends, je vais t'expliquer. Il faut que je trouve un autre. L'application, elle est locale. Autrement dit, tout le suivi pédagogique est fait à distance. Autrement dit, c'est dans un serveur quelque part qu'on a accès aux ressources proposées par le système. Le tuteur, le superviseur a accès à distance, évidemment, à la pratique. Mais la partie pratique, c'est fait localement. Autrement dit, chaque apprenant sur son PC chez lui dispose de l'application. Autrement dit, l'application, elle n'est pas dans le serveur, elle est chez l'apprenant. J'ai 50 apprenants, chacun a une application à son niveau. Il travaille comme il veut sur son PC. Il n'y a pas d'Internet, c'est pas un problème. Ceci se pose aussi le problème de l'accès Internet. Donc, l'accès pour réaliser la partie pratique, je n'ai pas besoin d'Internet. C'est un accès local. Non, juste pour dire, j'insistais sur l'aspect distant et local. L'application, elle est locale. Elle est locale. Fatiha, je sais pas ça quand. Bon, et du coup, non, la première question, la propriété intellectuelle, toutes ces relations, toutes ces flèches jaunes sont régies par des conventions. C'est régi par des conventions. Parce que le cours, de quoi on parle? On parle du cours à l'état brut produit par l'auteur. On parle du cours intégrant l'application. On parle du cours mis en forme pour adopter la norme à pratique, etc. Donc, il n'y a pas de notion de propriété, d'autant plus que les choses évoluent. Le cours d'aujourd'hui et le cours dans un mois, c'est pas la même chose. Les choses évoluent. Autrement dit, la seule réponse à ça, ceci est fait dans des conventions. L'auteur, il produit, il n'est pas nécessairement propriétaire. Parce que quand on dit propriétaire, ça veut dire qu'il peut en faire ce qu'il veut. Mais de quelle version on parle? La version à l'état brut ou la version métamorphosée? Donc, ça devient à la limite un faux problème. Parce que le cours prend différentes formes. Et deux, les choses évoluent. Donc, la solution, c'est des conventions. Il y a une convention entre l'auteur et l'éditeur. Il y a une convention entre l'éditeur et le centre de formation. Il y a une convention entre le centre de formation et l'organisme. Et j'imagine l'organisme, il a une convention, c'est le contrat de travail avec ses employés et les apprenants. Évidemment, avec entre soit l'apprenant et le centre de formation et le tuteur. Donc, c'est un ensemble de conventions qui répondent à la question. La notion de propriété ne se pose pas. Elle n'a plus de sens si on est dans ce contexte-là. Maintenant, les normes, non, on n'obéit pas aux normes, à aucune norme pour le moment. Ceci ne veut pas dire que dans l'avenir, les choses vont évoluer. C'était quoi la troisième question?
Ah, la simulation. Tu parles de simulation. Mais c'est ça, justement, la dimension pratique. Je sais pas si c'est dans ce sens-là. Non, mais, pardon, Hossein, mais il faut aussi comprendre ce que Madame Haddadi, qu'est-ce qu'elle entend par simulation. Ah, en fait, nous, la partie pratique, c'est des cas pratiques. Si c'est simulation dans ce sens-là, oui, c'est pris en charge. Heureusement, c'est le cœur même de la pratique. Écoute, parce que, chauffe, l'un des problèmes que nous avons, je prends le cas, tu sais très bien que nous avons mis en place un système dans 300 établissements. Nous avons formé des milliers de personnes de façon tout à fait classique. Et on a découvert une chose après des années de travail, on était parti avec la mauvaise approche. Nous avons commencé par implanter des systèmes, alors que la formation n'était pas encore dispensée. Former, c'est quoi? C'est d'abord sensibiliser. Quand on parle de la LOLF, il faut d'abord sensibiliser aux gens quel est l'intérêt de la LOLF pour le citoyen ou le contribuable. Sensibilisation. Deuxièmement, il faut former les gens. Que vous soyez magasinier ou là, que vous soyez responsable des ressources humaines ou là, que vous soyez comptable, il faut que vous soyez formé à une formation technique. Il faut également motiver. Donc, on a l'outil à pratique. Il se trouve qu'évidemment, la LOLF, je connais puisque personnellement, j'ai beaucoup travaillé en Afrique et en Afrique francophone et j'ai implanté des systèmes dans plusieurs ONG qui utilisent justement la comptabilité par activité. Donc, on a d'abord cet outil de formation qui va préparer des esprits, si vous voulez. Une fois que les esprits sont préparés, c'est-à-dire que les gens sont sensibilisés, sont motivés, sont valorisés et comprennent un peu le rôle. Kinji ou voilà, on implante un système et ça peut pas marcher. Mais si on explique aux gens quel est leur rôle, quel est l'intérêt individuel qu'on va trouver sur le plan professionnel, les gens vont adhérer. Donc, parce qu'avant tout, il faut chercher l'adhésion des gens. Une fois qu'on a l'adhésion des gens, c'est fini, 90% du travail a été fait. Et c'est dans ce sens-là que la pratique va nous permettre de préparer le terrain. Roudois 2026 ou la 2027 ou 2020, je sais pas. Lorsqu'on va effectivement mettre en place la LOLF, les gens seront prêts. Les gens seront prêts. Actuellement, parler à n'importe quel comptable du secteur public, parler à n'importe quel individu, parler à un recteur, parler à un directeur d'hôpital, قولوا la LOLF ما على بالوش. غدوة يقول له طبق. كيفاش نطبق؟ je sais même pas ce que c'est. هو المشكل نتاعنا. C'est-à-dire nous d'abord l'élément humain, c'est ça qui est fondamental. Donc la LOLF. Non, à la de toute façon, bon importe la LOLF ou pas la LOLF, compte tenu de ce que j'ai dit dès le départ, de la vitesse à laquelle les choses changent, la vitesse à laquelle les métiers disparaissent, la vitesse à laquelle de nouveaux métiers apparaissent, la vitesse à laquelle des métiers sont en train de se métamorphoser, si on n'a pas un système de formation dynamique, évolutif, on est complètement à côté. Je vais préciser une chose. N'oubliez pas que c'est un système qui est fait, même si Sylvain et le Canada participent, c'est fait en Algérie par des gens qui connaissent la réalité du terrain. Et donc, cette réalité qui, elle aussi, évolue, qui, elle aussi, change, elle est prise en compte. Cela est normal. C'est une chose, je répète le même mot, c'est dynamique. Autrement dit, les simulations, le système s'enrichit. Nous sommes en contact permanent avec l'auteur. Et on est en contact permanent avec évidemment la communauté des gens qui l'utilisent. Autrement dit, le système s'enrichit avec des simulations, avec des cas, etc., etc. Au départ, l'auteur a inventé un certain nombre de cas, mais avec l'expérience, on peut en rajouter. Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de limite du tout au nombre de cas qu'on peut rencontrer. Tu prends le cas de ce qu'on a fait avec les hôpitaux, le nombre de situations qu'on a pu rencontrer. C'est quelque chose d'inimaginable. Ici, l'avantage justement d'un système dynamique, c'est pas le truc classique. J'ai un cours qui a été pondu à un moment donné, ça s'arrête là, c'est statique. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Ça va marcher à la vitesse. C'est une composante de tout le processus. L'auteur, il est là, il a son intérêt, c'est clair. Nous aussi, nous avons notre intérêt, etc. Et il faut comprendre que c'est un travail collectif. Nous ne sommes pas en train de dire, salam alaikum, nous sommes là, une entité ou une berle, on vous vend un produit. Non, nous ne sommes pas en train de vendre un produit. Nous sommes en train de proposer une organisation, c'est une sorte de modèle d'affaires dans laquelle chacun doit ceux qui pensent trouver leur intérêt dans ce processus, marhaba, bien entendu. En étant bien entendu, c'est une vision sur le moyen et le long terme. C'est pas une opération ponctuelle ou salam alaikum. Non, c'est un peu plus compliqué. On sent dans le processus. Parce que j'ai pas fini. Non, c'est pas grave. Je lui poserai la question en aparté plus tard. C'est pas grave. Non, si ça intéresse tout le monde, vas-y, Fatiha. C'est-à-dire, moi, c'est pour l'application.
C'est-à-dire comme il y a un suivi technique, pédagogique et administratif, l'application comme elle est migrée, c'est-à-dire elle est dans le PC de l'apprenant, le lien pour le suivi, je le vois pas trop. Voilà, c'est tout. Pour le cours, je le vois un peu. Mais pour la pratique, la simulation, je vois pas comment justement il y a la remontée, les retours vers le contrôle. Je vais t'expliquer. Le système propose un certain nombre de cas pratiques. Je ne parle pas des exercices de type QCM. Donc, le système propose des cas. Ces cas vont être réalisés par l'apprenant sur sa machine. Tu me suis? Oui. Le cas est accompagné de certain de questions pour vérifier que le travail est fait. L'apprenant va donner les réponses. L'auteur, lui, va corriger les réponses. Je parle du cas pratique, je ne parle pas des cas QCM. Hein. Donc, l'apprenant réalise la pratique sur sa machine, il donne les réponses à travers le système. Ces réponses sont accessibles au tuteur et au superviseur. Le tuteur va faire la correction, c'est la pédagogie. Le tuteur va prendre connaissance de l'évaluation. Autrement dit, oui. Le tuteur n'a pas accès à la machine locale. Non. Chaque apprenant a sa propre base de données. Ouais. Mais le lien se fait comment? Le lien se fait par les réponses de l'apprenant au système. Pilier, au bout du cas, je sais pas, tu dois sortir le bilan d'une entreprise. Bon, le bilan, le système va poser des questions. Donne-moi, je sais pas, le fonds de roulement, donne-moi le total des actifs, etc., etc. L'usager va faire le travail et il va donner les réponses. Et le tuteur va dire c'est bon, c'est pas bon, c'est bon à partir, etc., etc. Mais le tuteur n'a pas accès à l'application locale, ça ne présente pas d'intérêt. Oui, j'ai compris, c'est bon.